En fait, tu as peut-être cité des statistiques canadiennes sur nos retraités actuels. Quand on regarde ces statistiques-là, c'est vraiment renversant. En fait, nos retraités ont un taux de pauvreté qui est la moitié du taux de pauvreté de ceux qui travaillent, de ceux qui ne travaillent pas, de ceux qui ont moins de 65 ans. Je voyais des statistiques où le taux d'épargne des retraités est presque aussi élevé que le taux d'épargne des gens qui n'ont pas pris la retraite. Quand on regarde les dons que les gens font, les retraités continuent de faire des dons à un rythme qui est aussi élevé que ceux qui travaillent. En fait, tous ces chiffres-là indiquent qu'il ne faut pas avoir une vision pessimiste de la situation de la retraite au Canada. Et à mon avis, il n'y a aucun signe qu'on a un système qui fait que les retraités n'ont pas assez de revenus. Et si c'était le cas, moi, j'ai confiance que le système va s'ajuster. Si les gens n'ont pas assez d'épargne, il y a un paquet de choses qu'ils peuvent faire. Ils peuvent épargner plus à mesure qu'ils approchent de leur retraite. Ils peuvent se retirer plus tard. En fait, ils peuvent faire ce que moi je fais, ce que Bernard fait, puis qu'un paquet de personnes, travailler plus longtemps, pas utiliser leur capital de retraite, en accumuler plus. Ils peuvent laisser moins d'argent à leurs enfants. Et ils peuvent utiliser leur capital de la maison, puis il y a plusieurs autres façons. Alors moi, je ne suis pas préoccupé par ça. Je reconnais qu'il y a des changements importants qui vont se passer, et les gros changements qui vont se passer, c'est que la prochaine génération de retraités ne pourra pas compter sur des régimes de retraite généreux d'employeurs. Ils vont compter sur leur propre épargne. Et là-dessus, il y a une grosse déficience dans le système. À mon avis, on aide très, très mal les prochains retraités à quoi faire avec leur propre argent. Il faut les aider beaucoup, puis il y a un potentiel d'améliorer la performance de notre système si on peut trouver une façon d'aider ces gens-là. Nathalie, vous autres, là, quand vous approchez, est-ce que le comportement d'une personne de 66 ans vis-à-vis les produits d'assurance est si différent d'une personne de 46 ans? Bien, pour l'assurance soins longue durée, il y a une différence. Oui. OK. Bien, je vous dirais que les produits d'assurance sont souvent acquis dans une certaine ordre du cycle de vie. Si on prend, mettons, l'assurance vie, souvent, l'effet déclencheur, c'est lorsqu'il y a un enfant, l'avenue d'un enfant ou l'achat d'une maison. Fait que les produits d'assurance vie, ils ne sont pas tant déclenchés par l'âge que par des événements de vie. Puis c'est ça qui va, en guillemets, créer la décision d'achat. Sauf que les soins longue durée, eux, on a une petite dynamique qui est un peu complexe. Si on a 67 ans, puis tout d'un coup, je fais de l'hypertension tout à coup, j'en faisais pas avant, puis là, j'ai des genoux qui sont barrés, puis j'ai ci, puis j'ai ça. Puis là, tu entends parler d'assurance soins longue durée, tu dis, moi, je pense que c'est bon pour moi. Mais là, ce que le consommateur il commence à penser que c'est bon, c'est là qu'il remplit la proposition, puis que la compagnie d'assurance, elle dit non. Fait que l'assurance soins longue durée, il y a un petit problème avec ça. Tout comme lorsqu'on a lancé le produit, j'ai un conseiller qui est parti, il dit, je vais aller vendre ça, il dit aux parents, aux enfants des parents, pour qu'ils puissent se payer les bons soins. Il y a quelque chose que tu as oublié. Les enfants, là, commencent à avoir du revenu disponible et être capables de penser à ça. Ils ont 50, puis le parent, il a quel âge? 75. À 75, le niveau d'assurabilité n'est pas très bon, puis la prime est très élevée. Fait que ça, c'est un concept qui ne marche pas. Fait que l'assurance soins longue durée, ce qui arrive, un petit peu la faiblesse du produit, c'est qu'il y a une fenêtre d'achat qui est très fermée. On parle de 50 à 60 ans. L'âge moyen des gens qui l'achètent au Canada, c'est 50. Desjardins Assurance avait une moyenne à 52 ans, pour vous dire. Puis il y a une personne sur trois qui était refusée. Fait que ça aussi, ça n'a pas aidé la force de vente à adorer le produit, en fait. Mais c'est sûr qu'à 67 ans, tu es pas mal plus conscient du risque, puis tu as pas mal plus le goût d'en acheter qu'à 50. Puis avant 50 ans, la difficulté qu'on a, bien, c'est comme les études des enfants. Il faut finir de payer l'hypothèque. Il faut épargner pour sa propre retraite. Puis là, tu arrives et tu dis, bon, là, toi, le conseiller débarque, puis il dit, conseiller financier, puis il dit, bien, ça prendrait une assurance sur longue durée en top de ça. Bien, t'as un peu, minute, j'ai d'autres choses à faire que payer l'assurance. Là, ce qui arrive, 50 ans, le consommateur, là, il commence à vraiment y penser, puis c'est une bonne période, mais comme je vous dis, elle est petite, la fenêtre. C'est un peu la faiblesse du produit. Puis, Éric, moi, je suis curieux, parce que tu disais, en fait, la probabilité qu'on ait la clause garantie prix minimum
qu'elle soit invoquée, elle est minuscule. Là. Elle existe, mais elle est minuscule. Donc, c'est quoi comment ça se... Le taux que moi, je veux faire une hypothèque inversée sur ma maison, là. Le taux que je vais devoir payer, il se compare comment à une marge hypothécaire? Bon, la prime que Pierre-Carl a mentionnée, c'est absolument c'est absolument là. La différence avec la marge de crédit et l'hypothèque inversée, c'est pas seulement la prime ou le fait qu'il y a la garantie que le prêt ne sera jamais plus élevé que la valeur marchande. Ça se ressemble. En fait, c'est même la plus grande compétition, si vous voulez, qu'on peut avoir une hypothèque inversée. C'est la marge de crédit, mais c'est différent pour quelques raisons. Un, on l'a mentionné tantôt, il faut se qualifier pour la marge de crédit. Il n'y a pas de qualification pour une hypothèque inversée. Et donc, effectivement, je ne sais pas qui mentionnait ça, mais la stratégie, c'est d'aller voir son banquier à 50 ans avant que ce soit trop long, pendant qu'on a encore des revenus pour être capable de se qualifier pour une marge de crédit. Une marge de crédit, c'est un prêt qui est rappelable. Donc, si le marché va moins bien ou si les finances, monsieur, madame, monsieur décède, madame, la moitié des revenus n'est plus capable de survenir, la banque peut dire, on la rappelle, la marge. Et on voit ça malheureusement de plus en plus. Et quand on parlait, je parlais du 50 de notre clientèle qui est plus au niveau de remboursement de dette, avoir le paiement d'intérêt sur une marge de crédit qui paye 300-400 $ par mois, pour plusieurs, c'est une charge qu'ils ne veulent pas aller chercher. Donc, c'est quand même deux produits différents au niveau de ça. Donc, la prime, c'est plus... Donc, la prime, si on veut 2 c'est même pas pour ça. C'est vraiment plus pour le fait que c'est la prime de ne pas avoir de paiement à faire. Autrement dit, quand on va chercher une hypothèque inversée, on vous donne 100 000 $ aujourd'hui. Vous décidez quand vous allez nous rejoindre, nous rembourser. Il y a pas de, on n'a pas de droit sur la propriété. Les droits de propriété demeurent au nom du client. C'est quand ils vont déménager ou décès du deuxième survivant que le prêt est remboursable. Donc, ça, pour nous, on vous prête ça aujourd'hui, ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se faire rembourser. Donc, c'est la prime, c'est pour dire, on vous donne l'argent, vous n'avez aucun montant à payer sur ça. Le montant qui va être remboursé, c'est l'intérêt qui s'accumule au fil des années au capital.